On part sur un triple meurtre. Au départ, c'est ça le contexte. On part sur un drame familial. Il s'est passé quelque chose dans un endroit précis, dans une petite rue, dans une maison isolée. On part sur ça. Après, on part sur un autre événement. Un tueur fou. Un tueur fou qui pourrait être n'importe qui. Les victimes se succèdent, mais heureusement, la gendarmerie de Solliès-Pont est enfin prévenue. On nous avertit qu'une personne tirait dans les rues de Cuers, et nous sommes immédiatement rendus sur place pour renforcer la brigade de Cuers, en attendant l'arrivée d'autres unités. En rentrant de mon footing, j'ai vu toute une nuée d'hélicoptères qui se dirigeaient vers le centre-ville. Il devait être aux alentours de 9 h environ. Et en arrivant chez moi, j'ai dit, je vois des hélicoptères qui se dirigent vers le centre-ville et je peux aller voir ce qui se passe. Comme sur tout fait divers, on est à la recherche de qui a fait quoi, qui a fait quoi, comment et à quel moment. Voilà, et pourquoi. Je suis appelé de façon urgente sur ce qui m'est dit au téléphone, c'est une tuerie à Cuers avec la présence de nombreux cadavres. À chaque coin de rue, il y a un cadavre. Donc, on ne sait pas s'il y a un seul tueur ou s'il y en a plusieurs. Toutes les unités étaient mobilisées, il aurait pu y en avoir plusieurs. Le secteur était bloqué pour interpeller un ou plusieurs individus. La vision que j'ai eue d'emblée en arrivant sur la grande place de Cuers, c'était un spectacle d'horreur, une vision que je n'avais jamais vue auparavant, que je n'ai pas vue depuis et que je souhaite ne jamais revoir. C'était une vision de cauchemar. Car pour faciliter les choses, ce matin-là, on passe de l'heure d'été à celle d'hiver. Il faut signaler que ce jour-là était l'ouverture de la chasse, était le jour des sénatoriales et était le jour du changement d'heure d'hiver. Donc certains témoins affirmaient que le meurtrier s'était présenté devant chez eux à 8h30, alors que d'autres affirmaient qu'à ce moment-là il était 7h30. Enfin, les gendarmes ont eu beaucoup de mal à clarifier tout ça. Ils se mélangeaient dans les heures. Alors c'est pour ça qu'avec on voulait savoir si c'était vraiment un seul tueur ou plusieurs tueurs. Puisqu'il y en a qui disaient que c'était à 7h, l'autre qui disait que c'était à 6h. Alors on ne savait plus. Donc c'est un massacre qui, à la limite, avec le changement d'heure, ne se serait peut-être pas passé, parce que les chasseurs étaient au bar à 6h du matin, par exemple, pour prendre le café. Peut-être que quelqu'un serait intervenu, puisqu'il y en a eu de tués devant les bars. Pendant ce temps-là, le ou les meurtriers continuent leur carnage dans les rues de Cuers. Il tire sur tout ce qu'il voit, au hasard, une retraitée qui promène son chien, puis après il s'approche d'une petite maison et à travers la porte vitrée, il tire sur un monsieur qui est en train de préparer le café pour sa femme qui restait au lit. Il tire sur des jeunes, il tire sur des vieux, au hasard. Les blessures étaient quasiment toutes mortelles, avaient été tirées pour tuer. Nous passons dans la ville de Cuers et nous nous dirigeons avec les cadavres. C'est une vision d'horreur, puisqu'on arrive, on a le sentiment d'impuissance où on arrive toujours avec un temps de retard par rapport au meurtrier. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est d'attraper le meurtrier tout de suite, avant qu'il y ait d'autres cadavres. Apparemment, aucune logique dans les actes du ou des tueurs. Ils semblent agir de manière aléatoire. Alors que les gendarmes avancent à l'aveugle, ils remarquent que le tueur épargne les personnes en uniforme. Tout ce qui bougeait, hormis ceux qui étaient forces de l'ordre ou pompiers. Il devait avoir le respect de l'uniforme. C'est ça qu'on m'a dit que c'était un jeune homme. Un gars, il m'a dit vite, c'est un jeune homme, il a une carabine. Il avait une genre de carabine, une réplique des armes US 30-30, vous voyez, mais à 22 de long rifle. On a retrouvé les cartouches, 22 long rifle, mais grande vitesse. Il a tiré qu'avec ça. Nos premières constatations nous permettaient de dire que les blessures avaient été infligées par le même calibre sur chaque victime. Apparemment, il s'agirait d'une personne seule. Il y a des personnes, par contre, qui ont été épargnées, si on peut dire. Le mec, il a visé, hein, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au tir au pigeon? Comme ça, il a dit, tu vas au tir au pigeon? Le mec, il s'est retourné, il est parti. Une femme a raconté qu'il était passé à côté d'elle sans lui tirer dessus. Elle estime être une miraculée. Je crois qu'effectivement, elle l'a été. Les gendarmes de Cuers l'ont croisé à l'intérieur du village.
vers le collège de la Ferrage. Et ils se sont dirigés pour essayer de le cerner, certainement pour l'interpeller. Les gendarmes allaient l'interpeller. Apparemment, ils étaient presque sur lui. Hein. Bon. Et moi, je suis arrivé derrière où j'ai vu la voiture des gendarmes de QRS, porte ouverte et tout ça. Et j'ai continué tout droit pour aller avec eux. Et à ce moment-là, j'ai aperçu le nommé Eric, qui, en me voyant, s'est suicidé. Il s'est tiré une balle de 22 dans la figure. L'adjudant-chef Petit Quéneau nous amène à l'endroit où tout cela s'est passé. Bon, ben, nous arrivons sur les lieux où la personne s'est suicidée. Je vais vous montrer. Voilà, il s'était suicidé à cet endroit-là, avec la carabine 22 long rifle. Voilà. Les gendarmes du QRS avaient déjà cerné toute la zone, puisqu'ils savaient où il était. Et moi, je suis arrivé ici, derrière les arbres, là. Et en me voyant, ben, l'intéressé s'est suicidé. Tout simple. Pourtant, il s'est dit que c'est la gendarmerie qui l'avait suicidé. Moi, il est mort entre mes jambes. Alors je peux vous dire que la gendarmerie, elle n'a jamais tiré dessus. Et elle n'a jamais rien fait dessus. C'est pas vrai. Oui, ça a été une rumeur qui a été dite. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai, la gendarmerie n'a jamais tiré dessus. Jamais, jamais, jamais. Et ça, je vous le garantis. Mes constatations sur le cadavre du jeune homme, potentiellement auteur des faits, étaient très compatibles avec un suicide, dans la mesure où la blessure était en région faciale antérieure, entre les deux yeux. Après, d'autres personnes ont dit que c'est les gendarmes qui l'ont tué, quoi, ou alors qu'il se serait suicidé. On n'a jamais su vraiment la vérité, hein, parce qu'on n'a jamais eu de rapport de gendarmerie ni quoi que ce soit. Alors question, Eric était-il seul? Et surtout, quel est le lien entre cette tuerie dans les rues de Cuers et le triple meurtre de Solliès-Pont? Au fur et à mesure, les autopsies, nous savions, bon, les armes ont été menées à la balistique et tout ça, donc on savait que c'était la même arme qui avait tiré, donc il n'y avait qu'un seul auteur. La personne qui venait se suicider devant nous correspondait en âge, en taille et au point de vue vestimentaire au témoin que nous recherchions, à savoir Borel-Éric. Je pense que j'ai fait le lien lors de la découverte du jeune homme qui venait de se suicider après avoir fait tant de victimes, que j'ai à ce moment-là pensé qu'il s'agissait certainement du jeune homme auteur des meurtres de la nuit précédente. On récupère donc Jean-Luc Bichet à la brigade où il était à notre disposition pour le faire venir sur les lieux. Et immédiatement, il a reconnu son demi-frère en nous disant « c'est lui ». Comment? Pourquoi? Pourquoi surtout? Ouais. Pourquoi? Eric, pendant 20 heures, c'est devenu un monstre. Puis c'était peut-être plus. Les mots de Franck, l'aîné de la famille, absent pour cause de service militaire à ce moment-là. Une seule arme, un seul tueur, Éric Borel, a priori un garçon sans histoire. Et c'est là que on n'arrive pas à rapprocher les différents morceaux parce qu'on n'arrive pas à expliquer ce type d'action. Éric Borel a 16 ans. Il vit à Solliès-Pont au sein d'une famille recomposée. Ce meurtre se situait chez un sujet certainement immature, très introverti, ayant des problèmes dans une famille recomposée. C'est un garçon effacé, qui marche en regardant ses pieds, qui parle peu, voilà. Bon, il disait rien, c'est sûr, il disait rien. Il ne sait même pas apparaître. Vous l'auriez giflé, il n'aurait rien dit. Il restait sur place, puis... Il s'est inventé un monde. Un père mort à tel endroit, ancien légionnaire, lui, des pieds amoureux, machin, mais il n'en est rien de ça. Rien du tout. Ce qui est sûr, c'était que c'était un garçon qui était malheureux dans sa famille. Il était malheureux dans sa famille parce que sa mère ne manifestait pas
d'amour, de sympathie pour lui, hein. Elle n'avait pas de sentiments filiaux pour lui.